Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission, le débrief, pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Au Tchad, on connaît désormais la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Le Conseil constitutionnel a annoncé sa décision ce dimanche 24 mars. Sur les 20 dossiers de candidature déposés, 10 ont été rejetés et 10 autres validés, dont ceux du président de la transition, Mahamat Idriss Déby, du Premier ministre Succès Masra ou encore de l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Badaké. Quelles conséquences de ce rejet de 10 candidatures sur le processus électoral? On en parle en première partie d'émission. Quittons le Tchad, cap cette fois-ci du côté du Bénin. Le chef d'État béninois Patrice Talon a promulgué le code électoral modifié et validé par la Cour constitutionnelle après une douzaine de recours. Ce code, qui n'est pas du goût de l'opposition, de la société civile et du clergé, durcit les conditions de participation à la présidentielle de 2026 ou encore aux législatives, sans oublier les communales. Pourquoi ce nouveau code électoral divise-t-il? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit de Mamadou Thior, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci beaucoup de l'invitation, Régis. Et en face de vous, Mahamat Yaya Abdi, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci pour l'invitation. Nous allons tout de suite démarrer par le Tchad. On parlait évidemment de ce retrait de candidature sur 20 dossiers déposés au niveau évidemment de l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad, qui a remplacé évidemment la CENI. 20 dossiers de candidature ont été déposés, mais 10 seulement ont été validés par la Cour constitutionnelle. Comment et pourquoi arrivons-nous à cette situation, mon cher Abdi? Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que parmi les 20 candidats, 10 ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a jugé nécessaire de rejeter les 10 candidats parce qu'ils ne sont pas conformes à la loi. C'est vrai que les arguments avancés, c'était des problèmes liés à des problèmes administratifs. Oui. Liés à, on parle d'acte de naissance, il y a énormément de points évoqués par l'institution. Oui, je pense que c'est des recours, s'ils veulent vraiment, s'ils ne sont pas d'accord pour le rejet, il y a des voies de recours qui vont faire pour la validation de leur candidature. Mais l'opposition a déjà commencé à boycotter les élections, à marcher sur le riz, à contester ou bien à revoir même le processus électoral. Oui, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Parce que cette même opposition qui demande la fin de la transition au Tchad, c'est la même opposition aujourd'hui qui demande à revoir le processus électoral. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux pour cette opposition-là? Mais est-ce que le rejet de ces candidatures, c'est justifié, mon cher Abdi? Oui, c'est justifié, mais l'opposition, lui-même, en même temps, il est contradictoire dans ses décisions. Ouais. Parce qu'il a déjà appelé à retour de l'ordre constitutionnel depuis même le commencement de la transition, en avril 2021. Et c'est même l'opposition encore demande à ce qu'on revoie le processus électoral. Ouais. Et si on essaie de revoir le processus électoral, c'est que sur la transition encore va aller de loin. Oui, parce qu'elle prend fin en octobre, je crois, cette transition. transition. La fin de la transition, c'est en octobre, mais le gouvernement a décidé d'organiser les élections avant octobre, pour ne pas avoir de vide après la fin de la transition. Est-ce que, avant de donner la parole à Mamadou Thior, Abdi, est-ce que l'un des points phares aussi sur lesquels la Cour constitutionnelle s'est reposée un petit peu pour rejeter ces dossiers de candidature, on se rend compte qu'en fait, les 10 dossiers qui ont été rejetés, la majorité, c'est de nouveaux partis qui ont été créés. Oui, c'est de nouvelles têtes. L'opposition est en train de dire que c'est une candidature sélective, mais c'est des candidats qui sont récemment nés. D'accord. Des partis qui ont été créés, peut-être certains après la transition, en 2022, 2023 et certains même en 2024. Donc, là, actuellement, moi, je ne pense pas que c'est une manière de retirer certaines candidatures. Ouais. Mais c'est une manière d'aller dans les élections inclusives et souveraines. Et justement, mon cher Mamadou Thior, c'est vrai que ça a un petit peu choqué l'international et même la classe politique tchadienne quand la Cour constitutionnelle s'est prononcée avec le rejet de ces 10 candidatures. Est-ce que c'est pas une façon, parce que d'aucuns aussi disent que c'est une façon assez simple, mais peut-être pas simpliste pour le pouvoir, en l'occurrence est représenté par Idriss Déby Itno, fils, et Succès Masra, pour écarter des potentiels profits pour ensuite se partager le pouvoir?
Il faut dire que quand vous avez 20 candidats qui avaient postulé au FINIS, on retient 10. Quand même, je trouve ça raisonnable. Parce que ce qu'on voit en Afrique, les gens se bousculent au portillon pensant que la fonction présidentielle, c'est comme un jardin d'enfants, ça pose problème. Je pense qu'il faut que nos acteurs politiques puissent avoir raison garder. La fonction présidentielle n'est pas donnée au premier venu. Et le Conseil constitutionnel, nos sages, souvent, oui, ils peuvent prendre des actes qu'on peut récuser, mais j'estime que quand même, quand on voit la liste parmi les 10 candidats retenus, les Tchadiens ont l'embarras du choix. Ouais. Même si on peut accuser les deux têtes de l'exécutif, le président Mohamed Idriss Déby et son premier ministre Succès Masra, que ça va se jouer entre eux. Peut-être que Albert Pahimi Padaké va jouer un peu les coups faits pour avoir été un ancien premier ministre. Et je pense que c'est vraiment l'embarras du choix pour les Tchadiens. J'ai entendu ça et là, parmi les recalés, des gens disent que oui, ils ont été recalés parce qu'il y a eu des considérations ethniques et géographiques, et comme on en trouve en Afrique, à dormir debout. Mais moi, j'estime que si tous les candidats viennent d'une seule région et que c'est validé, s'ils sont compétents, mais il n'y a pas de critères ethniques à évoquer pour dénoncer un peu le fait qu'il ait été écarté. Justement, c'est vrai que ces dossiers ont été écartés par le Conseil, la Cour constitutionnelle tchadienne, pardon. Mais revenons un petit peu sur le déroulant en lui-même. C'est-à-dire que, effectivement, le fait d'avoir 10 candidats, de réduire le nombre de candidats, c'est un peu bénéfique aussi pour le Tchad sur le plan du budget, par exemple. Tout à fait, parce qu'une élection, ça demande beaucoup de moyens. Et quand on sait que tout est prioritaire au Tchad, le pays est exsangue. Rappelons-nous, il y a quelques années, les salaires n'étaient plus payés des fonctionnaires. Maintenant que le pays commence à être remis sur les rails, il ne faut pas aussi bazarder l'argent. Parce que, comme je l'ai dit, il faut que les acteurs politiques ne puissent pas penser que certes, quand on crée son parti pour conquérir le pouvoir, on peut conquérir le pouvoir au niveau local, au niveau de l'Assemblée nationale, mais je le dis et je le redis, être président de la République, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ouais. C'est vrai que c'est un point très intéressant ce que Mamadou, tu reviens d'aborder, mon cher Abdi. La question qu'on se pose aussi, que beaucoup se sont posées, c'est quand on a vu l'annonce de la Cour qui a rejeté ces 10 dossiers-là, évidemment que la Cour a fait un communiqué pour expliquer, donner les raisons pour lesquelles ces candidatures ont été rejetées, mais on a surtout vu le Premier ministre Succès Masra faire une tournée européenne, aussi bien aux États-Unis, en France, un peu partout. L'objectif, on va dire, derrière ces voyages, c'était de recueillir des fonds pour organiser cette présidentielle-là. Est-ce que c'est pas un petit peu, je veux dire, est-ce que l'image que ça renvoie, ça donne pas l'impression que le Tchad n'est peut-être pas prêt? Comment concevoir qu'un Premier ministre va solliciter des fonds pour organiser une présidentielle? Est-ce que le Tchad est vraiment prêt, mon cher Abdi? Moi, je pense que le Tchad est prêt pour organiser les élections. Il est prêt sur tous les plans financiers. Pour le plan financier, parce que le Premier ministre est parti pour collecter des fonds, les partenaires ont déjà prévu ça dès le début de la transition. D'accord. À l'approche des élections, ils vont accompagner la transition à ce qu'ils organisent les élections. Oui, mais ils peuvent accompagner en envoyant des observateurs. Est-ce qu'il faut tout de suite avoir le chéquier derrière? Oui, c'est toujours comme ça en Afrique. Les partenaires, ils s'accompagnent sur le plan financier, sur le plan aussi des observateurs et tout. Donc, c'est pourquoi le Premier ministre est parti pour collecter des fonds. Mais il y avait également le problème du fichier électoral. Est-ce que ça s'est réglé? Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, l'élection, c'est le 6 mai. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le fichier électoral et tout ce qui est en lien aussi avec l'organisation de la présidentielle, l'appareil électoral dans les différents bureaux de vote, est-ce que le Tchad est prêt à ce niveau-là? L'appareil est déjà prêt parce qu'il y a récent, le Tchad a organisé l'élection référendum pour la nouvelle constitution. Donc, au niveau des fichiers électoraux, je pense qu'ils vont appliquer les mêmes fichiers électoraux qu'ils ont organisé les référendums pour organiser aussi les élections présidentielles. Alors, on a 10 candidats, Abdi, pour le moment, 10 candidats validés par le Conseil constitutionnel. Quels sont les potentiels, parce qu'aujourd'hui, Mamadou Thior l'a dit, on a Mahamat, le président de la transition, on a également le Premier ministre Succès Masra. Est-ce que dans les 10 candidats retenus par la Cour constitutionnelle, y a-t-il des profils aujourd'hui qui peuvent évidemment perturber ce face-à-face, ce dualisme entre Masra et Déby? Je pense que oui, parce que au niveau parmi les 10 candidats, il y a 3 têtes candidats
qui vont peut-être faire face au président actuel. C'est lequel? Le président de la transition, Ouais. Pahimi Padaga Albert, le président de RNT, le Réveil, l'ancien premier ministre. Il était aussi en deuxième rang lors des élections présidentielles d'avril 2024, 2021, tant pour moi. Et Succès Masra, c'est lui, le parti transformateur. Il a été récemment créé en 2018, mais il a pris de l'ampleur dans toute l'étendue du territoire. C'est un parti qui n'est pas représenté dans toute l'étendue, mais il a des représentants au nord vers Faya, à l'est aussi vers Abéché. Ce sont des régions très peuplées, effectivement. Oui, très peuplées. En plus, au niveau de la capitale, qui a aussi, comment on appelle, son siège là-bas. C'est un parti représenté. Et il y a aussi Balthazar, l'ancien candidat. Il a été candidat aux élections d'avril 2021. Et les candidats, je pense qu'au niveau des élections, il y a le président Déby, actuel Déby fils, Mohamed Idriss Déby Itno. Il représente le parti de son père, le MPS, et qui est aussi accompagné par plus de 1000 associations de la société civile avec 100 quelques partis politiques, 200 quelques partis politiques. C'est vrai qu'on dit comme ça, c'est assez énorme. À chaque fois, ils disent une large coalition. Quand vous attendez 2000, vous vous dites, mais ils vont gagner. Déjà parce que lui, le président de la transition, l'a souligné quand il a annoncé sa candidature. Il a dit que c'est une candidature voulue par le peuple parce qu'il y a 200 associations de la société civile qui sont là. Avec la coalition dénommée Tchad Uni, qui regroupe plusieurs partis politiques et aussi des sociétés civiles qui veulent accompagner le président à ce qu'il participe aux élections. Au début de la transition, le président de la transition a dit qu'il ne va pas assister aux élections. Ni lui, ni ceux qui ont... Et les membres du gouvernement. Oui, les membres du gouvernement de la transition. Mais actuellement, nous savons que Succès Masra, le président des transformateurs, il est l'actuel premier ministre, mais il est dans la course présidentielle. Ouais. Et ça, évidemment, ça va peser très lourd sur la balance. Mon cher Thior, cette même opposition, on l'a souligné, les 10 dossiers de candidature qui ont été rejetés par le Conseil constitutionnel, ces candidats appellent au boycott de la présidentielle, mais surtout à revoir le processus électoral. Est-ce que ce sont des recours fondés aujourd'hui? Non, ce n'est même pas cohérent parce qu'ils ont crié Urbi Urbi que la transition doit s'achever parce que ça a trop duré. Donc là qu'on a fixé quand même la date de l'élection présidentielle au 6 mai, mais parmi les 10 candidats, les recalés peuvent aller s'allier en alliance avec au moins un des 10 candidats. Parce que moi j'estime que quand on a été recalé, bon, sur des bases quand même assez justifiées, quand on lit un peu la décision du Conseil constitutionnel, c'est argumenté. Donc il faut accepter son sort et peut-être attendre une première fois. Moi j'estime que 10 candidats, c'est même trop pour une élection présidentielle. Parce que je compare avec ce qui s'est passé au Sénégal, où nous avions 19 candidats, mais au final, quand les résultats sont sortis, on s'est rendu compte que seuls 4 avaient le droit de candidater au vu du parrainage. Parce que là, au Sénégal, on nous demande 44 000 parrains pour valider, pour être candidat. Donc je pense qu'il faut aller vers ça dans beaucoup de pays, parce que je le soutiens. Il faut que les gens puissent prendre conscience de la gravité de diriger un pays. Que ce n'est pas donné à n'importe qui et que bon, c'est vraiment les gens qui ont les reins solides peuvent candidater. Et là, on peut se retrouver comme ça se fait au Nigeria. Cette bipolarisation de la vie politique au Ghana. Un parti du pouvoir fort et un parti de l'opposition fort, et les électeurs choisissent toujours entre les deux. Mais là, quand on voit toutes sortes de candidatures, ça pose problème. Oui, évidemment, ça pose problème. Mais ces mêmes candidats de l'opposition dont les dossiers ont été rejetés disent qu'au-delà de revoir le processus électoral, donc ils appellent au boycott, évidemment, mais ils disent qu'ils sont plutôt ouverts au dialogue. Est-ce que là, à quelques mois de la présidentielle, faut-il dialoguer, mon cher Thior? Est-ce que c'est le moment d'y aller? Le vin est tiré, comme on dit, il faut le boire. Là, on ne peut plus arrêter la machine électorale. Les élections sont fixées au 6 mai. Il faut que tous ces gens-là aillent se préparer avec peut-être les candidats qui ont été retenus de leur choix. Mais là, à reprendre les choses, ça veut dire qu'on est reparti pour que la transition se prolonge en 2025 et ce n'est pas acceptable. Je pense que la transition a assez duré. On a fait le référendum, maintenant c'est l'élection présidentielle. Oui, parce qu'ils veulent éviter un glissement justement de cette transition-là. La transition ne doit plus glisser parce que ça a assez duré et il faut fermer cette page-là et que le pouvoir revient
aux civils, comme on dit. Et quel est le climat en ce moment, mon cher Abdi, au Tchad? Je veux dire, depuis l'annonce de ce rejet-là, est-ce que vous sentez qu'il y a au niveau même des populations, qu'il y a cette volonté-là justement d'accompagner ces opposants qui crient au complot et qui veulent plutôt revoir le processus électoral? Comment ça se passe aujourd'hui au Tchad sur le terrain? Actuellement, sur le terrain, c'est calme parce que les partis qui ont été rejetés, ils ne sont pas représentatifs sur le plan national. D'accord. Les partis les mieux représentés sont les transformateurs, les partis de l'ancien Premier ministre Pahimi Padaka Albert, les RNT, les Réveil, les partis aussi qu'on appelle des présidents de la transition, les MPS, qui est aussi des partis alliés. Donc je pense que pour le moment, le climat est stable. L'opposition, il est dans son rôle de contester, Oui. de s'opposer. Ça, il est dans son rôle. Mais au niveau des populations, les gens sont calmes, rien ne se passe pour le moment. Ils ont appelé au boycott, mais les élections n'ont pas encore commencé. Peut-être. Oui, mais est-ce que vous pensez que les Tchadiens vont suivre, vont répondre à ce boycott de ces groupes d'opposants? Ce qu'on note, c'est que c'est les transformateurs de succès qui souffrent un peu la rue. Oui. Est-ce que les autres partis d'opposition ont cette capacité-là? Parce qu'on a noté que quand Succès Massa a appelé à manifester, à l'époque aussi c'est vrai avec Wakitama, mais maintenant, que représente maintenant Wakitama sans Succès Massa, ça il faudra que les opposants actuels puissent le prouver sur le terrain. Oui, et justement, c'est la vraie question. Il faut imposer un rapport de force. Exactement. Est-ce que Masra joue encore de cette notoriété-là? Oui, il joue toujours de cette notoriété, mais le problème est que lui, il est déjà dans la course présidentielle. Il ne va pas appeler ses partisans à sortir sur les rues. Et les autres candidats, même s'ils appellent, ça ne va pas aboutir à quelque chose. J'ai dit ça parce qu'ils ne sont pas représentatifs sur le plan national. Ils ne sont pas représentatifs sur le plan national. Ils n'ont pas de chefs dans les régions. C'est seulement dans la capitale qui se résume. Wakitama, peut-être quand il était coalition avec les transformateurs, il montrait la force. Mais actuellement, Wakitama sans les transformateurs, je ne pense pas qu'il ne va pas faire grand chose. Et Wakitama, actuellement, ça n'existe même pas. Ils sont sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain... Sur le terrain, non, je ne pense pas. D'accord. C'est vrai que on parle évidemment de cette élection du 6 mai, on parle de cette opposition qui dit, en tout cas, c'est ce qu'ils ont déclaré, qu'ils ne comptent pas baisser les bras, qu'ils comptent aller au bout, évidemment, pour obtenir gain de cause. Mais la vérité, c'est que si on filtre même les 10 qui ont été retenus, s'il va falloir, parce que Abdi l'a souligné, qu'il y a un recours, il y a une loi qui permet justement à cette opposition-là de faire recours, mais si jamais le recours est accepté par le Conseil, si on vérifie, je ne pense pas qu'on va racheter tous les 10. Tu vois, il y a peut-être 4 qui vont être repêchés, parce qu'on rappelle toujours que c'est des problèmes liés à la documentation, d'actes de naissance, la création des partis et j'en passe. Tout à fait, je ne pense pas que sur les 10, on puisse... Moi, j'estime que même si on repêche 2, c'est suffisant, parce que à 12 candidats, ça fait même trop. Même les 10, j'estime que c'est beaucoup trop. Et il faut dire que parmi les 10, si on veut vraiment faire un choix, on peut trouver un bon choix parmi les 10 profils qui ont été retenus. Donc il faut que surtout les acteurs politiques africains puissent se mettre dans la tête que c'est vrai, il est bien de conquérir le pouvoir, mais comme je l'ai dit, ça se fait à différentes échelles. Il faut savoir raison garder et ne pas penser que tout le monde peut devenir président de la République. Il faut que, comme l'a dit mon co-débatteur, c'est de nouveaux partis, parmi les recalés, des partis qui sont très récents. Qui sont nés en 2024 pour la majorité. Ils ont le temps de se faire connaître d'abord au plan local et peut-être à l'Assemblée nationale, avant de vouloir conquérir la fonction présidentielle. Donc mon cher Thior, est-ce qu'on peut affirmer, sans risque de nous tromper, que c'est un rejet qui n'aura aucune conséquence sur le déroulé de cette présidentielle? Normalement, je pense que même le Conseil pourrait aller dans le même sens que sa première décision, ou leur permettre de faire un recours, mais s'en tenir à la première décision. Et ça ne surprendrait pas, parce qu'avec 10, on peut faire cette élection présidentielle. D'accord. Mon cher Abdi, au niveau justement de cette course au fauteuil présidentiel, alors d'aucuns disent que c'est déjà, en tout cas c'est l'opposition qui s'avance en disant que c'est une élection déjà gagnée d'avance, en parlant évidemment, faisant allusion au président de la transition, Mahamat Idriss Itno. Est-ce réellement le cas selon vous? Ou bien aujourd'hui, il y a cette volonté au niveau du Tchad, même si évidemment le président de la transition, il conduit très bien cette transition-là, mais est-ce que vous percevez au Tchad cette volonté du peuple tchadien de vouloir changer des choses, ou bien on se dit, bon, on va s'aligner à ce qu'on a déjà?
Oui, pour le moment, on peut dire que le peuple veut changer les choses. Parce que le président des transformateurs, Succès Masra, c'est quelqu'un qui s'est opposé déjà dans le régime de Déby Père. Ouais. Il a déjà montré de quoi il est capable. Et actuellement, il est dans la course présidentielle. Donc, peut-être il y aura des nouvelles têtes. Mais on ne sait jamais. L'opposition, ils disent que c'est des candidats sélectionnés pour juste accompagner le président Déby. Mais moi, je ne pense pas parce que des candidats, si aujourd'hui on veut seulement avoir des candidats accompagnateurs, on ne va pas sélectionner le président des transformateurs et aussi l'ancien premier ministre. Effectivement, des candidats qui pèsent lourd c'est des candidats sur qui pèsent tellement lourd dans le chiquier électoral. Donc, ils ne vont pas les sélectionner. Mais si on voit la tête du président des transformateurs et en même temps aussi des Paimi Parakal Albert dans la course présidentielle, on peut dire que c'est inclusif. D'accord. Justement, mon cher Thior, est-ce qu'on peut avoir, on va dire, cette surprise-là de voir le président de la transition, Déby, potentiellement perdre cette élection-là au vu de la force de l'opposition, comme vient de le souligner Abdi? Tout à fait. Je ne sais pas l'entrisme de Succès Masra, ce que ça va coûter à son parti des transformateurs, mais il avait le gouvernement en poupe. Et quand il chauffait le Tchad, son ami Sonko chauffait le Sénégal. Donc c'est de bons amis. On voit que chez nous, Sonko et son poulain vient d'être élu président de la République. Ça peut donner des idées aux Tchadiens. Exactement. En se disant que Succès Masra, qui prône un peu la rupture, mais il faut voter pour lui. Est-ce qu'on peut s'attendre à une coalition d'Albert Padaké, par exemple, et Succès Masra? Ils doivent pouvoir se retrouver pour le bien du Tchad. Parce que s'ils estiment que Déby Père et Déby Fils, parce que si Déby Fils est élu, c'est la continuité. La famille qui continue. Donc les gens ont envie depuis 89 quand même de voir autre chose et ne pas faire 30 ans avec la même famille, aussi bien génétique que politique. Je pense que ces deux partis qui représentent réellement une opposition forte doivent pouvoir faire en sorte d'amener une alternance au Tchad. D'aucuns disent que alors évidemment je vais parler sous votre contrôle, mon cher Abdi, de ce qu'on a comme information de certains observateurs. D'aucuns disent que la candidature de Succès Masra, c'est, comme vous l'avez dit, c'est simplement pour accompagner le président de la transition, parce qu'ils se disent comment comprendre que le Premier ministre qui a déjà le pouvoir veut encore le pouvoir. Est-ce que c'est vraiment confirmé au Tchad, cette information-là? Non, je ne pense pas que c'est confirmé. Parce que les partis des transformateurs, ils ont créé le parti depuis 2018. Et lorsque Déby Père était au pouvoir, ils ont déjà demandé aux transformateurs de regagner le gouvernement. Mais ils ont refusé. Et ils disent qu'ils ne sont pas là pour accompagner les gens. Mais ils veulent conquérir le pouvoir. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Il est venu au pays après les événements du 20 octobre. Il a regagné le pays avec un accord avec le gouvernement. Voilà, il est en exil, il est de retour. L'accord de Kinshasa, qui lui a permis de revenir au pays. Et ce même accord, je pense, que lui a permis d'être le chef de gouvernement. Il est chef de gouvernement, mais... Il faut dire que la primature, ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est la présidence de la République. En Afrique, on a des régimes présidentiels, hyper même présidentiels. Donc, parce que tout de suite, si Mohamed voulait dégommer Succès Masra, il le fait, il peut l'enlever de son poste. Donc moi j'imagine... Oui, mais de toutes les façons, Masra est Premier ministre sans forcément le consentement Il n'a pas réellement le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est Mohamed Déby Itno qui le tient entre ses mains, et Succès Masra voudrait devenir calife à la place du calife. Et quel pourrait être, on va dire, le scénario qui pourrait se dessiner, mon cher Thior, s'il fallait qu'on prenne le risque de s'avancer sur ça, et quel pourrait aussi être l'avenir de Idriss Déby en cas de défaite? Mais en cas d'alternance, Déby doit pouvoir aller s'opposer, s'il tant est que le militaire qu'il est. Parce que là, il est obligé de quitter l'armée pour devenir civil, pour candidater. Mais s'il perd les élections, il n'a qu'à aller s'opposer et peut-être se refaire une santé dans l'opposition. C'est ça aussi la démocratie. Et si Succès est élu président, il va présider aux destinées du Tchad. Est-ce qu'il faut s'attendre à un coup de force de la part de Déby Itno, Mahamat? Mais il n'a pas intérêt, parce que le pays a assez souffert des soubresauts, de violences mortelles.
Je pense que le 20 octobre, c'est resté dans les mémoires. C'est une manifestation violemment réprimée avec plusieurs morts. Et c'était à l'initiative des transformateurs. Et les gens ont même accusé, quand il a accepté le poste de Premier ministre, Succès Mascara, d'être un traître. Parce qu'après tous ces morts-là, les gens voulaient quand même qu'il y ait une enquête. Qu'il y ait justice, effectivement. Qu'on puisse situer les responsabilités, ce qui n'a pas été le cas. Bon, lui, en génie politique aussi, il faut savoir, à un certain moment, négocier. Parce que s'il avait continué dans ce bras de fer, il ne serait pas candidat aujourd'hui. Parce qu'il serait toujours en exil à l'extérieur. Mais il a su négocier et revenir pour accepter le poste de Premier ministre et être candidat. Évidemment, un retour qui a été très bien salué, en tout cas par la classe politique tchadienne. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On sera au Bénin avec le code électoral, le nouveau code électoral validé par la Cour constitutionnelle. A tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission, nous allons à présent nous intéresser à la situation au Bénin avec évidemment ce nouveau code électoral promulgué et validé par la Cour constitutionnelle. Un nouveau code électoral en tout cas qui durcit un petit peu la participation à la future présidentielle, la présidentielle de 2026, mon cher Mamadou Thior, mais surtout qui vient également un petit peu apporter du flou dans la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi aujourd'hui ce nouveau code fait débat au Bénin? Parce que c'est au vu de la configuration de l'espace politique béninois présentement. Parce que vous prenez, on dit que maintenant il faut 28 députés ou les maires, 28 maires. Donc vous prenez l'Assemblée nationale, le Parti des démocrates, ils ont 28 députés, donc c'est le nombre exact. Mais quand vous regardez l'autre groupe parlementaire, c'est les gens qui soutiennent Talon. Donc ça veut dire que mathématiquement, il n'y aura que 2 candidats. Il n'y aura que 2 candidats. Et ça nous ramène à ce qu'on avait vu en 2021 quand Talon a été réélu. Exactement. Face à 2 candidats fantoches, il faut dire les choses telles quelles, qui s'étaient choisis pour gagner largement. Je pense que le Bénin ne nous a pas habitués à pareille compétition électorale. Le Bénin nous avait habitués vraiment à des joutes. On se rappelle Nicéphore Soglo et Mathieu Kérékou. Il y a eu le match, le gars a gagné, après ils sont revenus. Thomas Boniaï aussi, durant son magistère, quand même, il y avait en face quand même des candidats de poids. Mais là, ce que Talon est en train de préparer, il a fini de détricoter le modèle démocratique béninois et c'est vraiment dommage. Au moment où en Afrique de l'Ouest, la démocratie est mise à mal. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle ce qui s'est passé au Sénégal. Heureusement que le Sénégal a pu organiser cette belle élection-là en donnant une leçon au reste de la sous-région. Mais c'est surtout le timing, en 2 semaines tout à fait, parce de que campagne électorale. Ça aussi, le Bénin, il y avait une société civile forte. Je pense que de telles réformes n'auraient pas été adoptées il y a 15 ans, où la société civile donnait de la voix. Maintenant, on n'entend plus cette société civile-là parce que... c'est d'ailleurs le cas, c'est-à-dire que oui, l'opposition a décidé de boycotter, en tout cas l'opposition est contre ce nouveau code électoral, on aura le temps d'y revenir tout au long de cette émission, mais c'est surtout le mutisme de la société civile aujourd'hui qui inquiète un petit peu au Bénin. Oui, mais parce qu'elle est réduite à sa plus simple expression, cette société civile-là. Regardez toutes les forfaitures qu'on a notées depuis que Talon est au pouvoir, mais cette société civile avait commencé à donner de la voix, mais pour quel résultat? Parce que Talon s'entête, ce qu'il veut, c'est ce qui va s'appliquer. Malheureusement, on n'a plus aussi cette cour constitutionnelle qui a forcé le respect. Oui, parce que, comme on disait, unie et indivisible. Tout à fait. Du temps de la dame de fer qu'on appelait Elisabeth Pognon, ceux qui l'ont remplacé par la suite. Maintenant, lui, Talon, il met son ancien avocat qui était le président de la Cour constitutionnelle et qui est maintenant au niveau de l'Assemblée nationale maintenant. Donc quand vous nommez des obligés à la tête des institutions, c'est un problème. Alors que le Bénin, c'est à cela qu'il avait habitué nous, Ouest-Africains.
au point que nous lui envions son modèle démocratique qui a volé en éclats. Est-ce que c'est une façon, mon cher Abdi, en tout cas certains s'avancent là-dessus, mais est-ce le cas? Est-ce que c'est une façon pour Talon, aujourd'hui, le fait de réduire un petit peu le nombre des candidatures, de verrouiller un petit peu cette présidentielle de 2026, est-ce que c'est une façon quelque part pour lui de se maintenir un petit peu au pouvoir? Oui, c'est ce que l'opposition est en train de dire. Il y a récemment, j'ai suivi une interview là, l'opposition est en train de dire que Patrice compte briguer un 3e mandat. Oui, mais il ne s'en cache pas en tout cas. Il ne s'en cache pas. Parce que vu ce qui se passe, on peut dire qu'il prépare un 3e mandat. Mais l'opposition, il est aussi dans son devoir de s'opposer toujours, mais ils ont même appelé à boycott dès maintenant. Et ils ont même dit qu'ils ne vont pas organiser les élections avec ce nouveau code électoral. Oui. Et il faut aussi comprendre que le nouveau code électoral, c'est avant tout, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le cours constitutionnel, je pense, qui a introduit la modification des lois. Exactement. Mais les députés sont allés un peu loin pour encore ajouter d'autres articles pour vraiment changer les choses. Et je pense que, vu ce qui se passe, il y aura seulement 2 candidats, un de l'opposition et aussi des mouvances présidentielles aux élections de 2026. Ouais. Est-ce que quelque part, c'est pas la démocratie, tu en parlais, est-ce que c'est pas la démocratie aujourd'hui béninoise qui est écorchée, avec évidemment cette stratégie qui se dessine pour la présidentielle de 2026? Oui, avant l'arrivée des Talons, la démocratie béninoise n'était pas comme ça. Et maintenant, vu ce que Talon est en train de préparer pour les élections de 2026, on peut dire que la démocratie a vraiment chuté depuis l'arrivée des Talons. Ouais. Et c'est vraiment compliqué pour le pays. Et l'exemple même, normalement, ils vont prendre l'exemple sur le Sénégal. En moins de 2 semaines, ils ont organisé des élections. Il y a déjà l'alternance. Et le 2 avril, ils comptent déjà passation des services. Ouais. Donc, normalement, ils doivent s'inspirer des messages que le Sénégal est en train d'envoyer à la sous-région ouest-africaine. Un message très fort. Hein. Oui, c'est un message très fort qu'ils doivent normalement recevoir, mais ils comptent faire autrement. Ouais. Et les hommes de pouvoir, c'est toujours comme ça. Oui, tu vois. Mais là, sur l'histoire du 3e mandat, ça a toujours tenté les prédécesseurs de Talon. Parce que je me rappelle, Yahi Boni avait tenté le coup, mais en face, il y avait la Cour constitutionnelle. Oui, mais là, on a l'impression que le chemin est tracé pour Talon. Parce qu'il y a une Cour qui est croupionne, il faut dire les choses telles quelles, une Cour qui ne joue plus son rôle. Ouais, mais je me rappelle du temps de Thomas Boni Yahi, des citoyens eux-mêmes peuvent aller faire recours quand on a commencé à agiter cette histoire de 3e mandat, et c'est comme ça qu'elle est mornée. Du temps de Kérékou, la tentation était là. Malheureusement, qu'est-ce qu'est devenu cette Cour constitutionnelle? Une cour l'ombre d'elle-même, comme beaucoup disent. Malheureusement, quand vous regardez, je reviens au Sénégal, quand Macky Sall a voulu renvoyer les élections en face, la Cour constitutionnelle, pourtant c'est lui qui les a nommés. Mais les gens ont dit qu'il n'est pas question de violer la loi, il y a des clauses intensives. C'est ça qu'on attend de nos hauts magistrats. Exactement. Ne pas penser qu'ils sont là pour servir des hommes, on sert son pays. Parce que c'est ça, dans tous les pays du monde, je dis, même aux États-Unis, les présidents de la Cour suprême, il est nommé par le président, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit lui obéir au doigt et à l'œil. Et ce recul démocratique auquel Patrice Talon est en train d'installer. Très dommage. La réaction, oui, mon cher Thior. Très dommage, parce que quand on voit le cas de Patrice Talon, mais lui, il était exilé en France. Combien de gens il a exilé actuellement? Il était exilé parce que Yahi Boni l'accusait d'avoir voulu l'empoisonner. Mais Yahi a un peu battu en retraite quand les gens lui ont parlé. Et c'est ça qui a permis à Patrice Talon de rentrer et de candidater et de devenir président de la République. Grâce à qui? Donc, au roi du coton, comme on dit, du moins du poulet, qu'il a exilé actuellement. Et aujourd'hui, tout ce qui se dresse comme adversaire, Rekia Madougou, il est toujours en prison. Joël Ayivo, pourquoi? Sur des accusations vraiment terre à terre de terroristes. Quand vous regardez cette dame-là, vous l'accusez de terrorisme, ça veut dire que franchement, c'est tiré par les cheveux. Je pense que Talon gagnerait à revenir à de meilleurs sentiments. Il est en second mandat et qu'il ne sait surtout pas. Je pense que les Béninois ne vont pas laisser quand même cette énième forfaiture. Et d'ailleurs, justement, cette histoire de 3e mandat, au Bénin, c'est réglé depuis longtemps. Talon ne doit pas remettre en cause cette histoire de 3e mandat. Et justement, on parlait de ce 3e mandat et surtout la réaction des Béninois. Les Béninois, en tout cas, de ce qu'on a pu observer, la société civile béninoise, elle est plutôt bien motivée à ce niveau-là, de ce qu'on voit. Il y a plutôt une organisation, même si elle est un peu timide,
cette organisation de la part de la société civile, mais pour beaucoup de Béninois, il est hors des questions que, évidemment, Patrice Talon aille valider ce recul démocratique. Donc elle est plutôt organisée, mais surtout l'opposition qui appelle au boycott et qui invite toute la population à suivre le pas de cette opposition-là. Les Béninois, mon cher Abdi, capables aujourd'hui de renverser, on va dire, la tendance, mais surtout d'empêcher que ce code électoral soit définitivement validé, même si la Cour a déjà validé, mais de revenir un petit peu sur ce processus-là. Moi, je pense que maintenant, le rôle de la population, c'est de s'opposer. Parce que l'opposition a déjà fait ses recours. Il n'a pas pu, la loi a été adoptée, promulguée et tout. C'est déjà entré en vigueur. Oui, mais est-ce que cette opposition n'est pas, pardonnez, hein, désolé de vous interrompre, mais est-ce que cette opposition est vraiment soudée? Parce qu'il y a une opposition qui demande de boycotter, qui invite à boycotter ce nouveau code électoral, mais de l'autre côté, on a une opposition qui est plutôt à l'aise avec ce nouveau code. Vous l'avez dit, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec un seul candidat de l'opposition, et notamment le candidat des démocrates. Voilà, des démocrates. Mais est-ce que justement là, on sent une opposition soudée Non, l'opposition n'est pas soudée parce que la loi vise seulement l'opposition qui n'est pas représentative. D'accord. Au niveau de l'Assemblée. Les partis démocrates ont déjà 28 candidats, donc et ils sont déjà éligibles. Ils ont déjà 28 députés, donc et ils sont déjà éligibles vu le nouveau code électoral. Mais l'autre parti de l'opposition qui appelle au boycott, et ils ne remplissent pas les critères pour candidater aux élections à venir. Et là, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué pour eux, c'est pourquoi ils sont en train d'appeler à boycotter. Mais moi, je pense que l'opposition a déjà fait de son mieux. Maintenant, la force reste au peuple. Maintenant, c'est au peuple de s'exprimer et de prendre des responsabilités. Sinon, l'opposition a déjà fait, mais il n'a pas pu. La loi a été déjà promulguée, donc... Exactement, la loi est déjà validée par le... Il y en a qui soupçonnent par rapport à ta question, qui soupçonnent les démocrates d'être de mèche avec Talon, parce que ce nouveau code arrange les deux partis, c'est-à-dire ceux qui soutiennent Talon, cette grande mouvance présidentielle, et les démocrates, parce que les démocrates, quoi qu'il en soit, ils ont les 28 députés. Mais gare à la transhumance, parce qu'on sait en Afrique, quand on fait le parrainage par les élus, même ici au Sénégal, ça s'est posé. Les gens ont dit attention, parce que les gens ont dit quand il fallait, est-ce qu'on a repoussé au PASTEF et les autres, les khalifas, qui devaient juste prendre le parrainage par les élus et ne pas faire le parrainage populaire. Les gens ont dit, si jamais vous optez entièrement pour le parrainage des élus, si un des députés, par exemple Khalifa qui avait que 13 députés pour prendre le cas du Sénégal, il est mort, il n'aura plus de parrainage. Donc parce que là, la transhumance en Afrique, c'est un fléau. Donc les démocrates ne doivent pas jubiler. Ça peut être un piège parce qu'on ne sait jamais de quoi Talon est capable. Il peut soudoyer un de leurs députés et là, ils sont morts. Et juste parce que l'inquiétude aussi pour beaucoup de personnes, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on rappelle encore que ce nouveau code électoral vient aussi un peu apporter le flou sur la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, déjà, le calcul pose des problèmes parce que là, on dit... l'ancien code, il devait y avoir 10% dans les 24 circonscriptions. Maintenant, ils ont monté jusqu'à 20%. Maintenant, reste à savoir comment va se faire le calcul, parce que la répartition, c'est un véritable casse-tête chinois. Mais là, bon, il faudra voir comment ils vont s'y prendre. Faut-il s'attendre, mon cher Thior, avant de donner la parole à mon cher Abdi, à, on va dire, un contrôle total du parti au pouvoir, aussi bien sur l'exécutif et les... C'est arrivé. L'Assemblée sortant. C'est juste que les démocrates ont eu 28 députés lors des dernières législatives, mais... Il n'y a presque jamais eu de partage de pouvoir au Bénin. La première assemblée de Talon, c'était une assemblée monocolore. Il n'y avait que les deux partis qui le soutenaient, et c'était très gênant d'ailleurs. À l'époque, je pense que l'Assemblée comptait 83 députés, ils ont augmenté le nombre. C'était très gênant parce qu'ils avaient organisé le système de sorte que l'ancien parti les FCB, devenu les démocrates maintenant, ces partis-là, je veux dire, de Yahya Boni, n'avaient pas pu avoir des élus à l'époque. Et c'était très gênant pour l'image que le Bénin a envoyée
au reste de l'Afrique. Et vu qu'aujourd'hui, mon cher Abdi, le code électoral a été promulgué, validé par la Cour constitutionnelle, on l'a dit, le risque de ce code-là, c'est de voir un seul candidat de l'opposition pour l'élection pour la présidentielle de 2026. Vu que c'est déjà validé, comment l'opposition aujourd'hui doit-elle s'organiser? Est-ce qu'il faut, vu qu'on parle des démocrates, eux, vous l'avez souligné, ils ont déjà leurs députés qui sont plutôt à l'aise, mais comment cette opposition-là doit s'organiser, celle qui continue à boycotter? C'est vrai que vous l'avez dit, elle a déjà mis en place certaines initiatives, c'est maintenant aux Béninois de soutenir, mais je veux dire qu'aujourd'hui c'est déjà acté au niveau de la Cour constitutionnelle. Comment aujourd'hui ils doivent mieux s'organiser pour avoir ce recours-là? Est-ce que ce recours va être accepté selon vous par la Cour constitutionnelle? Je pense que les recours ne doivent pas être acceptés parce que les recours légaux ont déjà été épuisés, mais ils n'ont pas donné des résultats. Ouais. Et maintenant, l'opposition a des choix. Soit il va faire des alliances avec une partie de l'opposition pour vraiment faire face au camp mouvance présidentielle. Ouais. Soit ils vont descendre dans les rues, appeler la population à se révolter et ils vont se faire attendre. Et il faut aussi savoir que les démocrates sont en train de jubiler, mais je pense que mon co-débatteur a dit tout à l'heure, il n'a pas vite se jubiler parce que eux, ils sont 28 députés. Ouais. Et pour être candidat, il faut avoir 28 députés pour être candidat. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a la transhumance. Ouais. Dès qu'ils perdent seulement un seul député, ils ne peuvent pas aussi participer aux élections. Ouais. Donc je pense que l'opposition dans son ensemble est prise dans le piège. Et Patrick Talon est en train de tracer une route vers un troisième mandat, un probable troisième mandat. Oui, et quel le regard de la communauté internationale, mon cher Thior? On a l'impression que ce qui se passe au Bénin n'intéresse pas ces institutions internationales. Quand on parle aujourd'hui, évidemment, parce qu'aujourd'hui on a une définition assez simple du coup d'État. Le coup d'État, mais le coup d'État c'est aussi ça, c'est quand on viole aussi les textes. Et là, il y a un coup d'État qui se prépare au Bénin et visiblement la communauté internationale n'est pas très portée sur cette situation. À commencer par la CEDEAO. Ouais. C'est ça le reproche qu'on fait à la CEDEAO. Quand il s'agit de coup d'État militaire, elle est très prompte à réagir, à condamner. Mais ce qui se passe depuis l'arrivée de Talon au Bénin, la CEDEAO doit dénoncer. Parce que c'est comme ça que l'intégration va se faire. On ne peut pas avoir été élu démocratiquement et venir détruire côté de la démocratie au Gabon, comme Patrice Talon est en train de le faire. Ouais. Et ça, il faut que les gens les dénoncent. Moi, je pense que le côté positif que je peux voir un peu par rapport à ce code, il est temps quand même, je le disais quand on est sorti des élections au Sénégal, qu'on puisse arriver à une bipolarisation de la vie politique. Exactement. Deux grands partis, comme ça se fait chez nos amis anglophones. Parce qu'aussi, il ne sert à rien de gaspiller l'argent en ayant 10 candidats. Après, au finish, on se rend compte que ça se joue entre 2 ou 3 personnes. Oui, parce que c'est le budget déjà qu'on dépense derrière. Et là, il faut qu'on s'habitue. Quand on a 2 candidats, les médias peuvent organiser un débat contradictoire entre 2 ou maximum 3 à 4 candidats. Vraiment programme contre programme. Mais ce qu'on est en train de voir, une dizaine de candidats, c'est quand même, là, de ce côté-là, je pense que si on arrive à aller vers une bipolarisation, un parti au pouvoir fort et un parti de l'opposition fort, moi j'applaudirais des deux. Ça va être un peu compliqué avec cette opposition qui est dispersée au lieu d'être unie. Malheureusement c'est le cas. Et les démocrates, parce que l'ancien parti, les FCVF, existent toujours. Je pense que les oppositions doivent se retrouver parce que quand vous avez en face un ennemi commun, c'est comme ça que vous vous retrouvez pour mieux peser dans la balance. Mais quand les démocrates pensent que parce qu'ils ont 28 députés, de toutes les façons, ils auront leur candidat, je le dis et je le répète, et comme mon co-débatteur l'a dit, en Afrique, la transhumance, ils sont capables de leur faire un bébé dans le dos en leur soutirant ne serait-ce qu'un seul député, ils sont morts. Et retour à la case départ, évidemment. Alors, dans l'appel au boycott, mon cher Abdi, lancé par cette opposition béninoise, il y a 2 points, les cruciaux. Le premier point, c'est évidemment d'annuler ce nouveau code électoral, de le revoir en d'autres termes. Et le deuxième point, c'était de revoir les membres de la Cour constitutionnelle, parce qu'ils estiment que certains, ce sont des partisans, ils ont des partis pris, en l'occurrence avec le président Patrice Talon. Faut-il aller vers ce recours-là de l'opposition, revoir les membres de la Cour constitutionnelle, mon cher Abdi? Oui, il faut savoir que même si on revoit
les nominations au niveau du cours constitutionnel. Il faut savoir que c'est Patrick, lui, qui va nommer encore d'autres personnes. Oui, même si ces gens sont remplacés, ils seront encore remplacés par d'autres gens qui vont toujours servir l'actuel président. D'accord. Moi, je pense que l'heure n'est pas à s'opposer au niveau des nominations du Conseil constitutionnel des magistrats, mais il faut appeler au boycott à ce que les lois électorales soient revues ou bien soit retirées carrément du code électoral. Ouais. Et oui, vas-y. Parce que cette loi est vraiment sévère envers l'opposition. Actuellement, l'opposition est prise dans les pièges et il est obligé soit de s'unir pour faire face au camp présidentiel, soit ils vont se disperser, chacun va rester de l'autre côté pour dire que voilà, il a déjà ses 28 candidats, ou bien l'autre va appeler au boycott et ça ne va pas aboutir à quelque chose et Patrick va servir de l'occasion pour un troisième mandat ou bien pour un probable troisième mandat. Il faut aussi parler de la CEDEAO, tout à l'heure vous avez parlé, au niveau de la CEDEAO, ce qui conduit les militaires à prendre le pouvoir, c'est ce genre de problème. Exactement. Quand les problèmes sont fraîches, au lieu de régler ça maintenant, et ils attendent à ce que les militaires viennent prendre le pouvoir et à ce moment ils réagissent. Pour ne pas que les militaires prennent le pouvoir, s'il y a eu ce genre de dérapage, il faut les rappeler. Oui, parce qu'il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, le Gabon récemment. Et évidemment, c'est vrai que tant qu'on n'a pas cette, comme on dit, le syndrome du médecin, c'est-à-dire de sauver très tôt, aller à la racine du problème, évidemment que derrière, ça va comme un cancer, hein, ça va s'installer un peu partout dans l'appareil politique du pays et ça cause évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui des coups d'État, même si, mon cher Thior, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les coups d'État en Afrique ne se condamnent plus, elles se célèbrent. Malheureusement. Voilà. Parce que bon, de tels comportements quand même, en cas de coup d'État, les populations vont applaudir. Oui, parce que les prises de pouvoir maintenant se célèbrent en Afrique. On est dans un simulacre de démocratie en fait au Bénin maintenant, parce que bon, là j'ai conquis le pouvoir démocratiquement et je le garde jalousement. Mais d'aucuns disent même qu'au Bénin, on est dans ce qu'on appelle la démocrature, c'est-à-dire une forme de démocratie et de dictature. Tout à fait, et je pense que c'est pas exagéré, parce que quand on voit les conditions dans lesquelles il a été élu, et la chance qu'il a eue d'être à la limite autorisé à rentrer d'exil. Je parlais d'Adjavon tout à l'heure, l'ancien maire de Cotonou, le fils de Soglo, Léadi Soglo, tous ces gens-là, il les a exilés. Alors qu'ils ont un rôle à jouer dans le pays. Sébastien Adjavon, n'eût été lui, Talon ne serait pas élu en 2018, parce que, du moins en 2016, parce que c'était le troisième homme, et il avait appelé à voter pour lui. Et quand on regarde l'écart qu'il y avait entre lui, Talon et Adjavon, c'est un écart dans un mouchoir de poche. Il a senti tout de suite que c'était son principal challenger. Il a tout fait pour l'écarter sur des bases fallacieuses. Alors, il y a aussi la réaction et le comportement du président Patrice Talon à l'annonce de ce nouveau code électoral. Alors, dès le départ, il avait dit qu'il était plutôt ouvert au dialogue avec l'opposition, mais derrière, on a vu aucun dialogue avec cette opposition-là. Il est plutôt allé au front. Aller au front, c'est valider et promulguer ce code électoral. Pourquoi le dialogue n'a pas été établi entre Patrice Talon et l'opposition selon vous? Est-ce qu'aujourd'hui le président béninois est quelqu'un qui est plutôt porté sur le dialogue ou sur l'affront? Non, je pense qu'il est porté sur le front. D'accord. Parce que s'il veut dialoguer, il va attendre à ce que le dialogue finisse avant de promulguer la loi électorale. Oui, mais même la question que l'opposition se pose, c'est est-ce que ça aurait été un dialogue sincère? Oui, ce n'est pas sincère. Je pense que l'opposition veut dialoguer pour faire retirer le code électoral. Mais Patrice a déjà promulgué, il a déjà adopté, et à ce moment, il veut dialoguer avec l'opposition. Donc, c'est déjà trop tard. Même si on dialogue sur quelque chose de vite, quelque chose qui a déjà été adopté, promulgué, donc ça va servir à rien. Peut-être qu'ils vont même légitimer le code électoral en participant à ce dialogue. Ils vont donner raison à Patrice Talon et après les gens vont dire qu'il a déjà dialogué avec l'opposition et tout. Si Patrice aujourd'hui appelle au dialogue, je pense que c'est un piège qui tend à l'opposition. Et si l'opposition essaye de répondre à ce dialogue, je pense qu'il va déjà légitimer. Il va donner la légitimité à cette code électorale et ça va passer. Mais c'est vrai en plus qu'il y a jurisprudence là, mon cher Thior, c'est-à-dire si l'opposition décide d'y aller, parce que quelque part ils sont plutôt d'accord avec le nouveau code, mais effectivement que c'est là aussi le risque et la stratégie de Patrice Talon. C'est un piège, oui, c'est un couteau à double tranchant.
Parce que, bon, vous boycottez, le gars, il peut être élu, parce que moi, je n'imagine pas qu'il force sur le troisième mandat, mais le poulain qu'il se sera choisi sera élu dans un boulevard. Et là, en cas de boycott, et là, si les démocrates veulent y aller, ils risquent de ne pas peser lourd, parce que je pense qu'il est temps que les oppositions, comme je l'ai dit, au Bénin s'unissent pour faire face à Patrice Talon. Sinon, le gars aura toujours un boulevard devant lui, comme il l'a eu jusque-là. Ouais, un boulevard devant lui. La question, je vous la pose aussi, mon cher Thior, parce que l'opposition estime qu'on l'a souligné, vous l'avez encore souligné sur ce plateau, on a une cour constitutionnelle, malheureusement, qui ne joue plus son rôle. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard la loi est déjà promulguée, trop tard de revoir les membres de cette cour constitutionnelle? Est-ce que c'est vraiment un recours, on va dire, une doléance fondée de la part de l'opposition? Oui, mais je ne trouve pas que l'opposition soit ferme sur cette doléance-là, parce que quand Patrice Talon, à son arrivée, a nommé son propre avocat président de la Cour constitutionnelle, c'était un mauvais signal. Ouais. À l'époque, les gens auraient pu se braquer et quitte à boycotter et le laisser peut-être être élu comme ça, parce qu'il ne sert à rien d'accepter des conditions d'organisation d'un scrutin qui est pipé d'avance. Je pense que c'est vrai, ce président-là, son ancien avocat a changé, il y a un nouveau président, mais les choses n'ont pas changé en termes de composition. Et les décisions auxquelles nous avait habitué cette Cour constitutionnelle, parce que cette Cour constitutionnelle arrivait à tenir tête et à Yaïboni et à Mathieu Kérékou et à Nissofor Soglo. Pourquoi ce n'est pas le cas avec Patrice Talon? C'est la question qu'on se pose. Oui, mais parce qu'il a mis des béni-oui là-bas. Parce que quand vous mettez vos obligés et qui pensent plus à leur carrière qu'à leur pays, ça donne ce que ça donne. Le 26, pardon, en 2026, mon cher, il y aura la présidentielle, il y a les législatives aussi, mais surtout les communales. Et ce code électoral vient aussi perturber un petit peu ces joutes électorales. Qu'en est-il de législatives, mon cher? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau code-là, on s'attend à les législatives plutôt, on va dire, crédibles? Je ne pense pas qu'on aura des législatives crédibles, parce que dès maintenant, cette cote est sévère envers l'opposition. Cette cote empêche à ce que l'opposition se présente au présidentiel. Donc je ne pense pas qu'il va lui laisser la chance d'aller aux législatives aussi. Ça va vraiment être compliqué pour l'opposition. Il faut que l'opposition s'unisse pour trouver un terrain d'entente, faire face, soit en s'unissant, avoir un candidat et faire face au président Talon, soit ils vont essayer d'appeler au boycott à ce que les cotes soient revues. L'appel au boycott, en tout cas, c'est le mot d'ordre de cette opposition béninoise. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau du débrief monsieur Momodou Thior. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation débrief. En face de vous, Mamat Yahya Abdi. Vous êtes analyste politique d'origine tchadienne. Merci d'avoir échangé avec nous sur ce plateau du débrief. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres thématiques, d'autres informations liées à l'actualité africaine. D'ici là, bonne suite des programmes sur la panafricaine.